Moi aussi, je suis ravi. Merci à Sophie de m'avoir invité et d'avoir finalement prolongé une discussion qu'on a depuis quelques années autour de cette question des femmes, hein. J'allais taper à la porte des personnes qui travaillaient sur ces sujets pour avoir leurs avis. Et donc, merci de l'invitation. Merci aussi à Chloé et à Denis d'avoir accepté de relire une proposition de papier et puis surtout une communication. Et merci aux unes et aux uns et aux autres d'être présents aujourd'hui. Alors, je vais essayer en quelques minutes de vous proposer une lecture qui est celle d'un observateur un peu particulier, je vais y revenir, de la justice antiterroriste française, mais également européenne. Alors j'ai mis européenne entre parenthèses dans le titre parce que j'essayerai de donner des points de comparaison, notamment par rapport à des travaux qui sont produits aujourd'hui sur le traitement des femmes revenant, que ce soit en Angleterre, en Allemagne. Et donc, j'utiliserai des travaux de collègues et puis mes propres recherches pour donner un point de vue un peu européen et expliquer finalement, mieux dévoiler ce qui se passe en France autour de cette question des femmes revenantes de Daesh. Alors, c'est le titre, je me suis obligé à garder le titre que j'avais donné il y a quelques semaines, même si le cadrage finalement de mon intervention a un peu changé, mais une justice antiterroriste européenne à l'épreuve du genre. C'est une interrogation, et puis pour essayer d'y répondre à cette interrogation, eh bien, je vais proposer une lecture donc de ce qu'on va appeler la mise sur agenda judiciaire et politique des revenantes de Daesh en France, et comprendre à travers cette mise sur agenda comment s'est construit le récit d'action publique autour de ces revenantes, qui a des effets, alors de manière logique, sur le traitement judiciaire même de ces revenantes. Donc, j'essaye de faire un lien entre le cadrage politique, judiciaire de la politique pénale et puis les usages, les pratiques du traitement de ces femmes revenantes, comme on les appelle aujourd'hui dans le vocabulaire un peu spécialisé. On pourra y revenir, parce que tout un vocabulaire s'est développé dans cet espace pénal antiterroriste, à la fois en France et en Europe. On parle des retournises quand on passe au niveau européen et notamment anglo-saxon. Alors, ce travail sur les femmes, il s'inscrit, et je pense que c'est important de le présenter. Alors, je ne sais pas si le PowerPoint passe, si vous avez la deuxième slide en, en visio ou pas. Est-ce que c'est le cas? Non, 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 Vous voyez le passage d'une slide? non. Bonjour, Bon, non. ouais, ça reste fixe. Alors, On peut arrêter et recommencer. on va essayer de faire ça. Peut-être que là, c'est passé la deuxième. Là, Oui. c'est passé. Ok. Il Oui. y a un petit décalage alors. Ah bon, je vais rester comme ça. Donc le contexte pour par la suite, dans la suite de cette présentation, donc évoquer ce cas spécifique des femmes. Le contexte, c'est celui d'une observation participante. Et je pense que l'expression observation participante est vraiment importante. Donc, c'est-à-dire une observation sur les bancs des procès d'une justice antiterroriste qui va, à partir de 2015, connaître une évolution dans le contexte des attentats qui sont commentés à la fois sur le sol français et plus globalement sur le sol européen. L'idée, c'est une observation, donc depuis les bancs de la salle d'audience, de ce qu'on va appeler le procès. Le procès, sachant que le procès, c'est un moment particulier d'une procédure pénale, et donc le procès, finalement, est une fenêtre d'observation particulière pour comprendre ce que Jacques Comaille appelle le droit par le bas, c'est-à-dire la pratique et la production du droit par les acteurs même judiciaires. Il a donc fallu comprendre le rituel des procès, comprendre comment se fabriquaient finalement les condamnations au nom de la lutte contre le terrorisme dans le contexte des attentats depuis 2015. Et pour comprendre ce rituel des procès, eh bien, c'est une étude dynamique des acteurs, de tous les acteurs. Alors bien sûr, quand on rentre dans une salle d'audience, les premiers qu'on regarde, c'est ceux qui sont dans le box, bien évidemment. Et puis, il y a une situation assez particulière dans une salle d'audience, c'est que vous pouvez, pendant des heures, regarder les gens. Et c'est normal. Dans la vie au quotidien, regarder quelqu'un pendant des heures, ça peut créer à confusion. Et
là, finalement, ces personnes qu'on appelle les accusés terroristes en plus, sont des personnes qu'on peut observer pendant des heures. Et finalement, c'était au bout d'une vingtaine d'années de recherche, mon seul moyen que j'ai eu pour essayer de travailler concrètement sur ces personnes qui participent à la violence terroriste. Mais ces accusés, ce ne sont pas les seuls de la scène pénale. Et il est important de comprendre que la scène terroriste se retrouve devant nous lorsque l'on est dans une salle d'audience, puisque nous avons à la fois les accusés, bien sûr, et vous les voyez, stigmatisés ici par un dessin qui a été focalisé sur le box de la filière de Strasbourg. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce procès, il y avait un autre box où les personnes n'étaient pas barbues. Et finalement, le dessinateur avait fait les deux box, mais il n'y en a qu'un dessin qui a été pris par l'AFP. Donc, on a publié ce dessin. Donc, vous voyez, les accusés, eux aussi, sont bien présents, bien évidemment. Mais autour de ces accusés, on a l'ensemble de ce qu'on va appeler la scène terroriste, c'est-à-dire les magistrats, les services de sécurité, donc ce qu'on va appeler la police et les services judiciaires qui vont être en charge de la lutte contre le terrorisme. Il y a aussi dans le public les victimes, il y a aussi les journalistes et il y a aussi des citoyens et des citoyennes qui viennent visiter ces procès. Je dis visiter parce que généralement, ce sont des personnes qui viennent visiter le palais de justice et qui se retrouvent dans une salle d'audience à découvrir qu'ils assistent à un procès dit terroriste. Voilà le contexte donc de ces salles d'audience qui vont devenir des salles d'un contentieux quotidien à partir de 2015-2016, le contentieux quotidien de la lutte contre le terrorisme. Et c'est quelque chose d'assez exceptionnel, notamment en France, où il y a toujours eu ce contentieux. La dimension historique est importante à considérer. Mais en l'occurrence, depuis 2015, on a vraiment un contentieux qui s'est massifié très fortement et qui a conduit, en fait, à ce qu'on va appeler la création d'un contentieux de masse. Alors, quand vous parlez avec des avocats, ils vous disent que finalement, le contentieux terroriste ne prend pas beaucoup de pourcentage sur le contentieux global, pénal, voire même le contentieux judiciaire, mais il n'empêche, avec plus de 250 à 300 audiences de jugement, plus de 300 à 400 personnes qui ont été condamnées pour des actes de terrorisme, on a ce contentieux qui s'est développé très fortement. Et c'est face à cette massification que le travail d'enquête s'est donc développé pour comprendre, d'une part, les procès au quotidien, d'autre part, les évolutions, les transformations de la justice. Alors, je parle de la correctionnalisation à la criminalisation des procès, c'est-à-dire que progressivement, et le cas belge est un peu différent sur ce point, on a eu la volonté par la politique pénale de basculer les procès correctionnels, donc pour lesquels vous pouvez être condamné de 0 à 10 ans, à des procès criminels pour lesquels, cette fois-ci, vous pouvez être condamné pour des peines de 0 à 30 ans, voire à perpétuité. Donc, il y a eu toutes ces transformations que l'on peut observer depuis les bancs des audiences. Et il y a aussi quelque chose qu'on a pu véritablement comprendre, cette spécialisation autour de ce contentieux de la part de l'ensemble des acteurs, que j'ai souligné tout à l'heure, ensemble des acteurs, dont les accusés, puisque les accusés ont eux aussi construit progressivement une forme de spécialisation. D'une part parce qu'ils vivaient des procès en première instance, procès en deuxième instance, mais aussi parce que les histoires de procès circulent dans les lieux de détention. Et beaucoup de déclarations pendant les audiences permettent de comprendre que les uns et les autres partagent leur expérience des audiences, partagent leur expérience des avocats généraux du parquet national antiterroriste, voire même des magistrats ou des journalistes, et pourquoi pas aussi de certains chercheurs, il paraît. Dans ce contexte, et je vais essayer d'aller vite sur notre sujet qui nous intéresse aujourd'hui, dans ce contexte d'observation participante, alors juste pourquoi je tiens à ce terme de participant, je pourrais y revenir dans le cours de la discussion, mais participant parce qu'en tant qu'observateur sur les bancs, je suis progressivement devenu, à titre personnel, mais plus globalement le collectif Prométhée, des acteurs de ces audiences. C'est-à-dire que nous sommes identifiés, nous avons même réussi à avoir des badges recherche, et cela nous met dans une situation où nous participons également, non pas à la définition de la situation judiciaire des personnes poursuivies, condamnées et jugées et condamnées,
mais à l'organisation, pourquoi pas, au débat autour de certaines problématiques comme l'association de malfaiteurs terroristes, la place des femmes ou d'autres. Et donc, c'est en cela que notre observation n'est pas du tout produit des effets, pardon, dans l'espace des procès. Et donc, il faut utiliser ce terme largement défini par toute une littérature hein, de l'observation participante. Je ne reviendrai pas sur ce point ici. Alors, dans ces audiences, très rapidement, à partir de 2016-2017, il y a une figure qui est apparue, celle des fantômes, c'est-à-dire des personnes dont on parle dans l'audience, mais qui ne sont pas présentes. Et il y a eu plusieurs figures de fantômes, deux notamment. La première, c'est le cas des présumés morts. On a, à partir de 2017 en France, je ne sais pas si c'est le cas en Belgique, mais je ne crois pas, décidé de mettre en place des procédures pour juger les personnes parties en Syrie et présumées mortes là-bas. Le présumé est important parce que si elles sont mortes, on ne peut pas les juger. Mais comme elles sont présumées, on se donne la possibilité de les juger. Et donc, on a assisté à des audiences qui, pour un sociologue, sont extrêmement intéressantes. Personne dans le box, personne sur le banc des avocats, et un jugement en 1 heure, 1 heure et demie. Alors, ça irrite un petit peu quand je dis ça pour certaines autorités judiciaires, mais c'est le cas, ça s'est passé, c'est une procédure qui a été validée, c'est une procédure qui est non pas constitutionnelle ou qui n'a pas été remise en cause, pardon. Donc, c'est une procédure qui permet, en l'absence des accusés, de les juger. Ces accusés peuvent être, à la différence de la procédure par contumace, défendus par un avocat si ce dernier se saisit du dossier au début de l'audience. Et les personnes qui sont condamnées dans ces jugements peuvent être, par la suite, si elles ne sont pas mortes et qu'elles sont arrêtées, être rejugées en première instance. Elles peuvent demander à être rejugées en première instance. Donc, c'est une procédure qui existe. Mais en tout cas, voilà la première figure des fantômes qui est apparue, hein, de personnes dont on parle, on raconte leur vie, on raconte tout ce qu'elles ont fait en Syrie, jusqu'au moment de la mort où là, on n'a pas la preuve. Ou en tout cas, on ne considère pas, je ne sais pas, une déclaration de la famille, une photo du corps comme une preuve qui peut permettre de décider que cette personne est morte. Donc, on va la juger comme un ou une présumée morte. Il y a un article qui a été publié dans Culture et Conflit autour de ces procès des présumés morts. Puis la deuxième figure des fantômes qui est apparue progressivement, voire même très rapidement, c'est celle des femmes. C'est celle des femmes, et cette figure de fantôme associée à celle des femmes, elle s'explique par une évolution en fait de la procédure pénale et plus exactement de la politique pénale du parquet national antiterroriste à partir de 2016. Pour le dire autrement, jusqu'en 2016, vous avez ces procès correctionnels hein, des filières djihadistes qui se multiplient. C'est ça qui m'a fait rentrer d'ailleurs sur le terrain, c'est cette multiplication des procès. Hein. Vous venez à un procès, puis vous apprenez qu'il y en a un autre le lendemain, donc vous revenez. Puis après, vous apprenez qu'il y en a un autre qui va durer 1 semaine, donc vous revenez. Puis au final, vous revenez tous les jours. Mais ces femmes ne sont pas là. Elles ne sont pas, en tout cas, dans le prétoire, comme des personnes qui vont être poursuivies. Elles sont présentes autour de la salle d'audience, souvent pour accompagner leur mari, mais elles ne sont pas encore poursuivies pour association de malfaiteurs terroristes. Et donc, c'est sur cette figure hein, des fantômes que débute ma rencontre avec cette problématique des femmes revenantes de Daesh. On parle déjà énormément des revenants. Je commence à côtoyer des journalistes qui se spécialisent sur les femmes, et donc sur le travail des filières et la place de ces femmes. Mais du point de vue judiciaire, hein, les femmes apparaissent assez invisibles. Alors, à partir de ce constat, finalement, j'enfonce une porte ouverte. C'est-à-dire que si je fais attention, et c'est tout l'intérêt de travailler collectivement à la littérature qui existe, d'une part sur les femmes et la violence terroriste, mais aussi à la littérature, je le dirai par la suite, sur la justice à l'épreuve du genre, eh bien, cette invisibilité des femmes que j'observe en 2015-2016 dans les audiences, elle apparaît comme une hypothèse assez classique
parce qu'elle peut être le résultat d'un phénomène ancien autour de la figure des femmes dans la violence terroriste et face à la justice. Alors là, j'ai donné quelques références pour expliquer que ce qui caractérise cette figure des femmes lorsque l'on parle de la violence terroriste, c'est finalement toujours cette idée d'exception. Cette idée d'exception parce qu'on présente souvent la participation des femmes comme exceptionnelle à ces groupes. Or, et c'est peut-être là que justement les chercheuses et les chercheurs doivent montrer qu'il existe déjà des travaux expliquant ces, non pas absence de femmes dans la violence terroriste, mais ce cadrage particulier qu'ont fait les femmes dans la violence terroriste, et pour autant leur participation depuis de nombreuses décennies, voire siècles, à cette question de la violence politique, et plus spécifiquement de ce qu'on va appeler la violence terroriste à partir de la fin du 19e siècle. On a de nombreux exemples. Les images que je vous donne reflètent aussi cette historicité de la place des femmes. Et pour revenir juste sur le cas français, on peut penser au groupe Action Directe, puisque ce groupe Action Directe, qui était composé d'hommes et de femmes, dans ce groupe, celles qui ont tué, celles qui ont appuyé sur la gâchette, comme elle le disait, ce sont des femmes. Et elles ont été condamnées pour cela. Et donc, lorsque, dans les années 2010, on commence à voir apparaître la figure des femmes qui s'investissent et qui s'engagent dans les filières djihadistes, eh bien, malgré cette historicité, on a encore cette qualification d'exceptionnelle, d'inédit. Et on insiste sur cette figure des femmes comme quelque chose qui est singulier au mouvement que l'on connaît à chaque époque. Il y a, de ce point de vue-là aussi, une manière de présenter cette participation des femmes à l'action politique et à l'action politique violente. Et de nombreux travaux ont aujourd'hui dévoilé un petit peu et déconstruit cette figure, notamment le travail de Fanny Bugnon, donc, qui concerne plus spécifiquement le groupe Action Directe et le traitement des femmes pendant les procès par les médias, où on va associer ces femmes à des figures souvent classiques, et on va y revenir, des amoureuses, de celles qui vont organiser finalement la logistique culinaire. L'appellation de Fanny Bugnon est un peu provocatrice, mais c'était celles qui font les confitures, en fait, alors que les hommes, eux, vont s'occuper de la violence et de l'engagement terroriste. À ces premiers cadrages autour de la place des femmes dans la violence politique, il faut associer une autre littérature très importante qui finalement poursuit cette explication. C'est celle de la justice à l'épreuve du genre, de ce que Laurence Guignard appelle le sexe juridique, pour expliquer que malgré finalement le travail du droit qui sort de cette question du genre, qui essaye de ne pas appliquer, ou en tout cas qui n'est pas construit autour de cette question du genre dans l'introduction des normes, eh bien, il y a un usage qui est fait du droit, et notamment de la justice pénale, qui est différencié entre les hommes et les femmes. C'est notamment un travail pionnier de Colline Cardy et Geneviève Thibault autour de penser la violence des femmes et le traitement des femmes par le pouvoir judiciaire. Et donc, interroger le traitement des femmes par le pouvoir judiciaire, c'est au cœur finalement de mon travail, qui était celui d'interroger le traitement judiciaire de la violence terroriste. Et donc, je prends un petit élément de ce cadrage général de mon travail pour continuer à voir comment, dans le cadre des procès, mais plus globalement de la procédure pénale antiterroriste, eh bien, on va définir des figures stéréotypées autour de celles qu'on appelle les femmes de Daesh, avec des catégories assez classiques, et c'est en cela que toute la littérature que je viens d'évoquer est importante, c'est qu'on a déjà ces catégories qui existent dans d'autres domaines du pénal autour de la question des femmes victimes, des femmes folles, des femmes amoureuses, voire quand elles sont ni victimes, ni folles, ni amoureuses, alors à ce moment-là, ce sont des monstres. Et donc, on construit aussi dans ce prolongement finalement des catégories stéréotypées autour de la place des femmes. Donc finalement, j'aurais pu m'arrêter là en me disant les femmes sont absentes jusqu'en 2016,
On le comprend complètement. Finalement, c'est un résultat assez classique par rapport à ce qu'on nous dit sur les femmes dans la violence politique et le traitement des femmes par la justice pénale. Mais comme j'ai décidé de rester plus longtemps dans les audiences, j'ai vu une évolution. Et une évolution qui a commencé à me permettre de comprendre au niveau du pouvoir judiciaire, la question des femmes devenait un enjeu. Et qu'on assistait, et là, c'est une autre littérature que je vais mobiliser, celle de l'action publique, qu'on assistait à une véritable mise sur agenda de la question des femmes dans la politique criminelle antiterroriste. Ce moment, il a lieu en 2016. Mais il a lieu plutôt au début de l'année 2016, janvier, février, mars, quand, dans le cadre de certaines audiences, j'essaie de vous retrouver, un président dit, votre femme dit, c'est un lâche. Il n'a pas eu le courage. Elle semble avoir plus de caractère que vous. L'homme qui répond et qui, lui, est poursuivi, c'est vous qui le dites. Le président, et pourtant, elle n'est pas là. Et vous, si. Alors la femme, elle n'est pas dans le prétoire, mais elle est à la sortie de la salle d'audience. Dans des écoutes entre votre femme et sa mère, votre femme explique « J'ai la nausée d'élever mes enfants dans ce pays », elle parle de la France, « Jamais mes enfants ne seront confrontés aux mécréants. Nous irons là où on pourra bien faire notre religion. » Votre femme parle de la Syrie et l'homme répond « Oui ». À travers ces écoutes, et là le procès a lieu en 2017, mais c'est une affaire de 2016, le temps judiciaire est assez long, aussi dans ce cas-là, pas tellement. On voit cette absence des femmes qui interroge, y compris dans le cadre des audiences, par rapport aux éléments de preuve. Cette femme restera 2 mois de plus en Syrie alors que son mari rentrera par peur d'aller combattre. Et cette femme restera, essaiera de se remarier, puis reviendra finalement en France avec ses enfants. Cette situation, elle va complètement changer à partir de 2016, mais comme je vous le dis, pas forcément à partir de l'événement qui va nous intéresser maintenant. Et on va l'expliquer à travers cette question de la mise sur agenda. Cet événement, c'est l'attentat, parce que c'est un attentat, il est considéré comme un attentat, même s'il n'a pas fait de victimes et même si les bonbonnes de gaz n'ont pas explosé. Dans le procès qui va condamner ces jeunes femmes à l'origine de cet attentat, la justice va décider que cet attentat a bien eu lieu, mais qu'il n'a pas fonctionné. Donc, il va condamner ces personnes pour attentat et non pas tentative d'attentat. Ce qui fait que la plupart de ces personnes prendront entre 20 et 30 ans de réclusion criminelle. Cet attentat, c'est celui des bonbonnes de Notre-Dame, c'est comme ça qu'on va l'appeler, en septembre 2016. Il va donner lieu, en 2019, à un procès, et je vous propose de garder ce moment, cet attentat et son procès, comme voilà, un exemple un peu particulier sur lequel je vais essayer de définir un petit peu les problématiques qui vont être les nôtres. Cet attentat, il est important parce que par la suite, dans tous les discours, dans les récits publics et les récits médiatiques, les acteurs judiciaires vont utiliser cet attentat de septembre 2016 pour expliquer qu'il a modifié la politique criminelle envers les femmes. Que finalement, cet attentat de Notre-Dame, tout le monde l'attendait, c'est-à-dire celui d'un attentat commis par des femmes, de retour ou non de Syrie. En l'occurrence, ici, il n'y a aucune femme qui est partie en Syrie. C'est parce qu'elles ne peuvent pas partir en Syrie presque que certaines veulent passer à l'action. Mais cet attentat va apparaître comme le point légitimant la transformation de la politique criminelle et de cette fin de l'invisibilité des femmes dans les procédures et plus spécifiquement en ce qui me concerne dans les audiences. On va estimer que à partir de cet attentat, eh bien, les femmes représentent, entre guillemets, des terroristes comme les autres. C'est là où le chercheur ou la chercheuse va interroger cette chronologie. Et pour finir sur cette introduction, ce qui va m'intéresser, c'est de voir comment, avant cet attentat, qui en fait n'arrive que un mois et demi après le changement de politique pénale,
En fait, la politique pénale, elle a déjà évolué. C'est en juillet 2016 que le PNAT, et qui n'est pas encore le PNAT, mais qui est le parquet C1, que François Molins explique que dorénavant, les femmes seront poursuivies comme les hommes, entre guillemets, et on verra que ce n'est pas le cas, mais on comprendra pourquoi, que les femmes vont être poursuivies comme les hommes dans les affaires de terrorisme, et que la position du parquet national antiterroriste doit changer. Et ce n'est que quelques semaines plus tard que cet attentat a lieu et qu'il vient finalement légitimer une décision qui avait déjà été produite dans le cadre de la politique pénale antiterroriste. Petit décalage, mais qui est intéressant et qui nous permet surtout de comprendre que ce n'est pas cet événement qui va changer les représentations autour des femmes de Daesh, que ces représentations, que ces récits autour des femmes de Daesh, finalement, ils sont déjà en évolution avant l'attentat de Notre-Dame et qu'ils permettent de comprendre qu'on a affaire à une mise sur agenda judiciaire, puis on le verra politique, qui va cadrer cette question des femmes et donc définir d'une certaine manière le changement de politique criminelle avec des poursuites des femmes de retour de Syrie ou présentes sur le territoire français et qui participent aux filières ou aux projets d'attentat. Je vous propose, parce que 13h01, encore 10 minutes, je vous propose de prendre 2 points qui me semblent importants, 2 moments très différents. Celui de la mise sur agenda donc, de cette question des femmes sur l'agenda judiciaire puis politique, et comprendre comment cette mise sur agenda conduit à un cadrage spécifique des femmes et de leur participation aux groupes terroristes. Ça, c'est le premier moment sur lequel je vais revenir quelques minutes. Et puis un deuxième moment qui, lui, nous projette en fait dans la salle d'audience et qui nous permet de comprendre comment, lors des audiences, lors des procès, on a aussi cette question du genre qui devient centrale, mais qui devient centrale parce qu'on a des stratégies de genre qui sont déployées par l'ensemble des acteurs. Quand je dis l'ensemble des acteurs, c'est à la fois, bien sûr, les acteurs judiciaires, mais c'est aussi les accusés, c'est aussi les journalistes, ça peut être aussi les chercheurs et les chercheuses. Et donc, de ce point de vue-là, c'est montrer comment, dans l'audience, dans la pratique même de la fabrication des jugements, eh bien, on continue à avoir cette problématique du genre et l'étudier nous permet de comprendre aussi comment les femmes de Daesh sont considérées par rapport à des questions aussi centrales que la violence, que l'ordre politique et que leur jugement judiciaire. Voilà les 2 points sur lesquels je vais tenter de revenir en quelques minutes. La mise sur agenda judiciaire puis politique des femmes de Daesh en France. Alors, je ne suis pas encore certain d'avoir compris toute la chronologie et d'affirmer une telle chronologie, mais pour l'instant, l'état d'avancement de ma réflexion est que la mise sur agenda judiciaire a précédé la mise sur agenda politique. Je prends le concept de mise sur agenda de manière très large, considérant qu'il existe une pluralité d'agendas et que l'intérêt est de pouvoir articuler, en fait, dans leur construction, mais aussi leur temporalité, ces différents agendas. Et là, je définis donc l'agenda judiciaire et l'agenda politique, même s'il manque, à mon avis, un peu de précision. Je vous ai mis une déclaration donc, du procureur de Paris, François Molins, en 2017, donc, qui revient sur cet épisode de 2016 en expliquant son changement de perception, de cadrage sur les femmes et finalement ce que le parquet antiterroriste français va appeler la fin de l'invisibilisation des femmes dans le contentieux terroriste. On va alors mettre en place de nouvelles procédures de poursuite. Les femmes vont non plus simplement être mises sous surveillance, voire parfois lorsqu'elles étaient poursuivies sous contrôle judiciaire, mais on va développer comme pour certains hommes, comme pour la grande majorité des hommes, des poursuites, voire des détentions provisoires en attendant les jugements. Très rapidement, pour comprendre comment cette mise sur agenda va être construite dans l'agenda judiciaire, il faut voir comment la figure des femmes va passer de ce qu'on va appeler les victimes de la propagande
à organisatrice du califat de Daesh. Je suis un peu schématique, mais ça fait partie aussi de la présentation. Mais très concrètement, et on peut l'expliquer par les mobilisations des familles de ces femmes, mais aussi des associations qui vont être mobilisées par les familles, voire par l'État, de lutte contre la radicalisation. Très rapidement, à partir de 2013-2014, donc avant même les attentats, on a déjà les départs de jeunes femmes en Syrie. On a des associations, et notamment autour de Donia Bouzar, qui vont en France construire la prise en charge de ces femmes, ou en tout cas de leurs familles, autour du cadrage femmes victimes d'une propagande de type sectaire, dans le cadre en plus d'une idéologie où le patriarcat apparaît dominant, hein, celui de l'islam radical, où les femmes apparaissent comme réduites au silence, comme invisibles aussi à partir des obligations vestimentaires. Et donc finalement, cette figure des femmes victimes de propagande va être portée par certains acteurs du champ de la lutte contre la radicalisation, certaines associations, les familles de ces femmes. Et puis, ce point de vue, il peut être partagé aussi par les acteurs judiciaires à l'époque. Et très rapidement, à travers les travaux de journalistes, à travers les dossiers qui s'accumulent, à travers des exemples concrets, à travers aussi la propagande de Daesh, qui va progressivement expliquer que les femmes peuvent devenir des combattantes, voire légitimer cette nouvelle place des femmes, ou encore poursuivre la figure stéréotypée des femmes comme des mères des lionceaux du califat, eh bien, progressivement, on va voir ce cadrage évoluer. Et on va commencer à entendre parler de procédures pour financement du terrorisme, pour association de malfaiteurs terroristes, pour des femmes. Et c'est là que le droit devient important. C'est là que comprendre ce changement de structure, de cadrage sur les femmes de Daesh, oblige à comprendre aussi le cadrage sur l'association de malfaiteurs terroristes. L'association de malfaiteurs terroristes en France, c'est la pierre angulaire de la lutte contre le terrorisme. Et dans cette association de malfaiteurs terroristes, il y avait un enjeu par rapport aux femmes. Comment les accrocher, comme on dit, au groupe terroriste? Est-ce qu'elles faisaient partie du groupe terroriste parce qu'elles étaient combattantes? Très peu. Pour la plupart des hommes, il y avait ces entraînements, même s'ils ne participaient pas au combat, en tout cas qu'ils ne disaient rien là-dessus, il y avait ces entraînements, il y avait cette prise d'armes, il y avait ces photos avec les armes. Au début, j'ai cru qu'ils étaient tous en mode street credibility, à prendre leurs photos pour Facebook. Et après, progressivement, on a compris qu'ils étaient dans cette posture de street credibility et je montre aux copains que je suis capable de prendre une photo et que j'ai une calache. Mais c'est aussi un moyen pour le groupe de l'État islamique de finalement les emprisonner dans ce rôle. Ta photo, elle est publique. Tout le monde sait que tu es en Syrie et que tu combats pour nous. On a ton passeport. Retourne pas en France. Donc, ces femmes, elles apparaissent sur des photos, mais elles n'apparaissent pas avec des kalachnikovs. Donc, tout l'enjeu était de réussir, d'un point de vue pénal, à raccrocher ces femmes. Alors, on faisait des procédures pour financement du terrorisme. Et puis, on a progressivement, parce que ces figures se sont mises en place aussi se sont construites aussi lors de la mise sur agenda, parlé de nouvelles participations de ces femmes aux associations de malfaiteurs terroristes. On a expliqué dans le discours du PNAD que c'était les mères des lionceaux du califat et qu'elles participaient donc au projet totalitaire de l'État islamique, qu'elles organisaient les réseaux de mariage de Daesh et qu'elles étaient les organisatrices des filières. Et pour certaines, mais vraiment minorité, on avait parfois quelques photos avec une ceinture explosive ou une calache. Et là, on pouvait appliquer cette figure de la combattante. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est de comprendre que le cadrage, avant même les audiences, autour de ces femmes de Daesh, il se fait à travers des rôles très genrés déjà, assez classiques, et que cette mise sur agenda, eh bien, à travers ce cadrage particulier, on retrouve ce même cadrage et ces mêmes figures lorsque l'on est en audience, parce que toute la poursuite pénale qui précède en fait le procès, elle s'est construite autour de ces figures. Et que les éléments de preuve qui vont être débattus dans l'audience
ce sont des éléments de preuve qui s'inscrivent dans ce premier cadrage-là et qui vont ensuite restituer notre deuxième temps, j'essaie d'aller vite pour affecter le temps imparti, qui vont se retrouver en fait dans l'audience et dans la manière dont on va construire la culpabilité des femmes en audio. Alors j'ai mis quelques présentations et c'est surtout une manière de vous montrer que les procès terroristes, ils se construisent assez classiquement autour d'un schéma qui va se répéter, mais avec des questionnements très particuliers, notamment sur la question de la radicalisation. Êtes-vous radicalisé? Comment vous êtes-vous radicalisé? Quelles sont les raisons de votre radicalisation? Et ce qui est assez marquant lorsque l'on observe les audiences des femmes de retour ou des femmes qui ont été poursuivies pour des actions en France, c'est qu'on a souvent un schéma qui se répète autour d'une socialisation virtuelle via les réseaux sociaux, autour de la question de leur place dans la famille, voire de leur place de mère dans la famille, pas simplement de fille ou de sœur. Et très souvent, on axe aussi, parce que ça fait partie de ces dossiers, sur la question de la sexualisation. La sexualisation, alors, une sexualisation qui est souvent subie. On a énormément d'histoires de femmes ayant subi des violences et qui, finalement, à travers cet engagement, à travers un choix d'abord souvent vestimentaire, puis religieux, ou aussi d'intégration dans des groupes particuliers, va essayer de se défendre contre ces violences subies. En tout cas, c'est comme ça qu'elle le présente. Est-ce que ces personnes ont plus subi de violences que les femmes globalement? Je n'en sais rien. Mais c'est la réalité aussi. C'est-à-dire qu'il faut mettre en rapport ces femmes qui subissent des violences avec globalement le nombre de femmes qui subissent des violences dans la société. Est-ce qu'il y a une surreprésentation ou non? Alors certains vont très vite là-dessus en disant que voilà, c'est l'explication. Le basculement dans la radicalisation, c'est parce que c'est des femmes qui ont subi des violences sexuelles. Et comme souvent, dans ce cas-là, il faut dire oui, mais il y a beaucoup de femmes qui ont subi des violences sexuelles et c'est complexe donc d'en faire une variable explicative centrale et robuste. En tout cas, ce sont des histoires qui reviennent très souvent et qui expliquent dans le parcours individuel de ces femmes, voire collectif, parce que très souvent, il faut bien comprendre l'investissement de ces femmes, cet engagement dans cette radicalisation qui peut basculer dans la violence comme un engagement souvent collectif. On le voit, par exemple, le deuxième dessin, c'est une dame relativement âgée, c'est celle qu'on a appelée Mamie Djihad. Pourquoi? Parce qu'elle part en Syrie pour rejoindre son fils. Et à partir de là, elle va organiser la venue de plusieurs femmes pour qu'elle se marie avec son fils. Donc très souvent, ces engagements, ils se font non pas que individuellement, mais aussi très collectivement. Et dans ces audiences, pour conclure rapidement et revenir sur les questions par la suite, il y a cette question de la stratégie du genre. Et très vite, on a eu au départ cette idée que les femmes étaient victimes de la propagande, ce qu'elles le sont aussi, comme les hommes d'ailleurs. Mais il y avait souvent dans ces procès leur mari. Et je relis cette phrase de cette présidente, et c'est intéressant de voir que c'est une présidente du tribunal qui dit cette phrase. Mais madame, si vous nous expliquez que c'est votre mari qui vous force à partir, pourtant c'est à la 3e tentative que vous réussissez à arriver en Syrie et vous êtes seule avec vos enfants. Le mari n'y arrivera pas. Elle a réussi. Elle sera condamnée avec un mandat de dépôt à la barre qui est très rare pour une femme. Donc il y avait aussi cette volonté de la part du tribunal de ne pas finalement valider cette défense autour de la figure des filles. Je reviens sur une slide là qui vous montre d'autres éléments de ce parcours, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est à travers les audiences de voir le parcours d'engagement de ces femmes, notamment lorsqu'elles sont en Syrie, mais aussi lorsqu'elles sont en France et qu'elles s'investissent comme cette dernière dans ce qu'elle appelle un délire. Je voulais, lui, à son ami, montrer qui j'étais. C'était à la mode, alors pourquoi pas? Et là, une question qui revient très souvent dans la bouche des présidentes, surtout des présidentes, parce que la question du genre, elle doit être aussi intégrée par rapport aux acteurs judiciaires, et c'est ce qu'on essaye de faire. Mais la mode, c'est de tuer des personnes.
la question que tout le monde se pose. Comment, à 19 ans, une jeune fille élevée en France peut aller jusqu'à ce projet? Et cette présidente me racontera par la suite qu'elle a une fille qui avait à peu près cet âge, et finalement, c'est à la fois l'âge de la prévenue qui l'intrigue, là, enfin, qui la touche, mais c'est aussi que ça soit une jeune fille. Et très souvent, dans ces dialogues entre présidentes, parce que la magistrature est largement féminisée, sauf pour les procès historiques où là, on décide qu'il n'y a que des présidents, mais sinon, c'est que des femmes. C'est intéressant aussi, cette question à creuser, y compris pour les journalistes aussi, à creuser, parce que les journalistes de la presse judiciaire sont à 90% des femmes. Ma question était pourquoi? On m'a dit parce que c'est pas très politiquement, symboliquement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt symbolique par rapport à des journalistes politiques. Donc, vous voyez que cette question, elle traverse tous les acteurs. Et donc, on s'interroge sur cette dimension. Et pour conclure, je conclurai sur cet exemple très caractéristique du procès des bonbonnes. Parce que ce procès, en fait, honnêtement, un scénariste pour une série, il propose ça, on lui dit non, personne ne va y croire. Cette organisation qui va mettre en place l'attentat des bonbonnes de gaz devant Notre-Dame, elle va être qualifiée comme exceptionnelle parce que composée que de femmes. Bon, en fait, il y a un homme, mais c'est pas grave. On va dire qu'il est, périphérique. Alors, effectivement, il sera poursuivi pour non-dénonciation d'actes terroristes. Par la suite, il sera condamné dans le procès de Magnanville sur l'attentat à perpétuité. Vous voyez, ce n'était pas non plus quelqu'un qui était complètement périphérique au groupe de l'État islamique. Mais on va en faire le djihad féminin, la première filière uniquement composée de femmes qui passe à l'action en France. Sauf que toute l'organisation se fait autour d'une ambiguïté de genre. Parce que Inès Madani, une des plus jeunes qui organise ce groupe, se fait passer pour un homme. Et elle crée les relations, notamment avec sa complice, autour d'une relation d'amour, homme-femme. Et cette complice ne découvrira que la personne avec qui elle parle depuis toujours, c'est celle qu'elle croyait être la petite sœur de son amoureux, qui a donc joué double jeu et qui s'est fait passer pour un homme pour organiser, alors que c'était une femme, et qui a joué sur cette fluidité du genre. Et lors de l'audience, on a eu des moments assez incroyables autour de cette question du genre, où un témoin arrive et dit oui, enfin, madame, non, monsieur, parce que lui, c'était un témoin, ne parlait que à cette personne en tant qu'homme. Là, il se retrouve face à une femme. Et puis, on a des assesseurs, des magistrats qui s'interrogent. Comment expliquez-vous cette violence, 3 petits points, surtout pour des femmes? Et là, quand vous prenez des notes, vous vous dites, ah ouais, non, la question, il va falloir la traiter. Hein, on est bien obligé. Et tout autour de ce procès, voilà, on peut tirer des fils sur la construction de ces figures. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est non pas de dire un peu prosaïquement, finalement, les femmes, elles sont associées à toutes ces figures, c'est de voir comment tous les acteurs, y compris les accusés femmes, vont utiliser des stratégies de genre pendant l'ensemble de l'audience et aujourd'hui encore dans les procès qui arrivent. Parce que ce qui va nous intéresser aujourd'hui, et là je pense notamment à pas mal de travaux, notamment ceux de Jeanne Abel qui commence une thèse sur cette question, c'est les femmes revenantes de Syrie, parce que, j'en ai pas parlé, mais la mise sur agenda politique, elle va pas se faire autour des bonbonnes de gaz, elle va se faire autour des femmes et des enfants qui sont dans les camps de Syrie, et de la question de est-ce qu'on les rapatrie, est-ce qu'on les rapatrie pas, et c'est en 2017-2018. Donc au départ, on dit on rapatrie personne. C'est une décision politique. Elle est assumée comme telle, au plus haut niveau. Et par la suite, il va y avoir l'élection présidentielle et d'autres modifications qui vont faire qu'on va rapatrier ces femmes, en tout cas pas toutes, mais une bonne partie, et qu'aujourd'hui se met en place un nouveau traitement, une nouvelle étape dans ce traitement des femmes qui va aboutir à des procès dans les prochains mois, prochaines années. Et ce sont des procès qui vont être complètement différents parce que là, on va parler certes de leur radicalisation, de leur parcours en Syrie, mais on va parler d'une chose qui est fondamentale, c'est de leur séjour dans les camps, de ce qu'elles ont fait dans ces camps.
Et il va y avoir un nouvel acteur qui va apparaître, qui commence à apparaître, c'est leurs enfants. Leurs enfants qui vont devenir des parties civiles dans ces procès. Pas par leur volonté, mais parce que des associations de protection de l'enfance vont poursuivre et vont participer à ces procès autour de la figure des enfants comme victimes de ces femmes. Et là, on revient sur la figure. Les femmes ont été coupables d'amener leurs enfants sur des terrains de guerre. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait 10 ans que j'observe ces procès. Très rarement, on demande à des hommes d'expliquer pourquoi ils ont amené leurs enfants sur des terrains de guerre. Voilà le type, hein, là aussi, de cadrage qui devrait construire par la suite cette étude autour de la question des femmes de Daesh dans le traitement pénal antiterroriste. Je vous remercie.